Laurent Mignon et Ftirod, merci beaucoup de votre présence aux Assises de la Data Transformation. Si on commence par une perspective historique, la data, c'est évidemment au cœur des métiers bancaires depuis toujours. Je pense au modèle de scoring qu'on a dans les risques, par exemple, aux opportunités de contact vers les clients qu'on détecte. Alors, je crois que le groupe BPCE a engagé depuis très longtemps des actions dans le domaine du digital, en particulier vers les clients. Qu'en est-il de la data? Est-ce que c'est une transformation d'une nature différente? Est-ce que ça se positionne de la même manière dans la stratégie? Laurent, peut-être en commençant par vous. Oui, merci Gwenaël. Bonjour d'abord à toutes et tous. Juste avant de venir sur la data, un peu de perspective sur le digital et la transformation digitale qui a été menée chez BPCE depuis 4-5 ans maintenant, hein, mais très accélérée depuis 2 ans. C'est une transformation très importante. D'abord, vis-à-vis des clients, avec la mise en œuvre de sites mobiles ou Internet, digitaux de qualité, transactionnels, et qui sont, je crois, aujourd'hui au meilleur standard de ce qui peut être fait. C'était un objectif extrêmement important. D'ailleurs, les notes qu'on a sur les différents référentiels, que ce soit App Store, Google, enfin voilà, sont excellentes, montrent donc qu'on a beaucoup travaillé pour faire avoir une entreprise où les interfaces digitales avec les clients et leur capacité à travailler soient fortes. C'était un enjeu important et on l'a fait avec une stratégie assez originale par rapport à d'autres, je tiens à le dire, qu'on a appelé chez nous Digital Inside, pour reprendre un célèbre producteur de processeurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas considéré que le digital devait se faire à l'extérieur de l'entreprise traditionnelle, mais devait se faire à l'intérieur pour transformer l'entreprise traditionnelle. À la différence de beaucoup d'autres banques, nous n'avons pas créé une banque directe ou une banque mobile spécifique. Je crois qu'on est les seuls d'ailleurs. On avait un projet, moi quand je suis arrivé je l'ai arrêté parce que je voulais qu'on mette tous les efforts pour transformer nos banques, nos agences, chaque caisse d'épargne, chaque banque populaire en une banque digitale et qu'il y ait une continuité entre la présence physique et la présence digitale. Ce n'est pas deux choses qui s'opposent. Et vous verrez, c'est important à mon avis pour la data. Donc on a fait ce travail, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on a vraiment fait une transformation assez profonde de l'entreprise. Honnêtement, vu ce qui s'est passé depuis 1 an, on s'en félicite parce que cette transformation digitale inside, c'était vis-à-vis du client, c'était aussi en interne. Et je peux vous dire que ça nous a énormément servi à partir de mars de cette année, enfin mars de l'année dernière, 2020, ça fait longtemps maintenant, et ça a été pour nous un facteur clé de la continuité de la relation avec nos clients, de la continuité de l'activité de nos métiers. Donc cette digitalisation de l'entreprise, c'est important. Pour la donnée, ça va être un peu la même chose. D'abord, on passe d'une digitalisation pour le client, tel qu'on l'a faite, et on l'a vraiment été assez profond, pour une évolution maintenant de la data. Et alors, on oriente la data vers le conseiller. On aura un débat, et on a toujours un débat de savoir est-ce qu'on doit faire de la data pour le client aussi. Mais en réalité, nous, on est une entreprise de proximité. Ce qui fait notre différence par rapport à d'autres banques, c'est la proximité. Et fondamentalement, nous voulons mettre la data au service de la proximité et de l'intimité de la relation entre le conseiller et son client. Un conseiller, il a entre 800 et 1000 clients. Un conseiller, sa promesse, c'est la proximité et la bonne connaissance du client. Mais quand vous avez 800 à 1000 clients, en réalité, vous ne pouvez pas bien connaître 800 à 1000 clients. Quand vous êtes un conseiller en banque privée, que vous avez 300 ou 200 clients, déjà, c'est énorme. Vous arrivez probablement à avoir une assez bonne connaissance, vous vous rappelez. Quand vous avez 800 à 1000, vous ne pouvez pas. Donc pour nous, la data, c'est quoi? C'est une capacité à industrialiser la proximité, l'intimité entre le conseiller et le client. C'est très important parce que, mais on veut garder très profondément que l'interface de la confiance se fasse entre le client et le conseiller. Simplement, le conseiller a les moyens d'être en permanence en intimité avec son client. Alors voilà, c'est un peu ça la ligne directrice de ce qu'on va faire. C'est une transformation importante, mais je reviendrai dessus. Alors qu'est-ce qu'on a fait depuis on a commencé à travailler dessus vraiment activement depuis un peu plus d'1 an, même 18 mois. On a d'abord travaillé sur les infrastructures. Très important parce que pour bien utiliser des datas, il faut avoir des bonnes données. Alors la banque, comme rappelait en introduction, la banque a
des données massives. Et on a notamment des données qui sont probablement celles qui caractérisent mieux un individu. On a notamment, dans une société de consommation, on a les données de paiement. Qu'est-ce qui caractérise mieux quelqu'un aujourd'hui que comment il dépense? Vous êtes en fait ce que vous dépensez. Implicitement, par les dépenses, on sait qui vous êtes, ce que vous faites, et parfois on vous connaît mieux que vous-même le savez, ou en tout cas vos proches. Non, mais c'est extrêmement précis en fait ces données-là. Donc on a des données massives, mais il faut avoir des données de qualité. Donc la première chose, c'était avoir des données de qualité. En plus, on a des données diverses. Et comme l'a rappelé l'interlocuteur chez Engie tout à l'heure, il faut que nous, on est plusieurs entreprises, on est 29 banques régionales, toutes banques de plein exercice, on est des compagnies d'assurance, on est des compagnies de paiement, etc. Il a fallu réunir toutes ces données en un endroit unique, un data lake unique du groupe avec des règles de protection entre les utilisateurs, parce que chacun... Comme chez Engie, chacun est entrepreneur, un patron de chaque banque est entrepreneur, il voit donner compte de résultats, qui va pouvoir utiliser mes données ou pas. Donc on a organisé la gouvernance de ces données. Gros travail, tout ça, ça a l'air de rien, mais c'est là. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a un data mart, qu'on a les usages, qu'on a défini Power BI pour être notre utilisateur pour tout ce qui est les reporting, maintenant on va rentrer et on rentre. On a commencé, et Yves en parlera plus que moi, sur les usages. L'utilisation de la donnée pour des usages concrets qui vont permettre de servir en premier lieu la dynamique commerciale et donc ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'industrialisation de cette proximité. Donc ça, c'est un travail majeur qui est en cours, mais ça ne va pas simplement aller à ça. La donnée, par ailleurs, dans notre programme, c'est au-delà de simplement la connaissance, le développement commercial. C'est aussi des sujets de risque et de prévention. Tout à l'heure, vous mentionniez le scoring comme étant un élément, mais je crois que c'était l'intervention de BCG Gamma là, qui indiquait comment faire pour anticiper, le risque dans des périodes plus complexes où ce n'est pas simplement l'analyse du bilan et reproduire ce que fait un analyste financier. Ce sont des sujets importants. Par exemple, on a mis en place un score PGE. Maintenant, toutes les entreprises qui ont un PGE chez nous ont un score en fonction d'un certain nombre de données qui ne sont pas simplement que leurs données financières et qui nous permettent de nous prédire, entre guillemets, est-ce qu'elles sont, alors on leur a donné des verts orange, rouge pour savoir si elles sont dans une zone à catégorie où il va falloir être attentif pour pouvoir les accompagner plus. Au contraire, si tout devrait bien se passer sans difficulté, et celles qui sont orange qui sont entre les deux. Voilà, donc prévention des risques. Amélioration de l'efficacité opérationnelle. Peut-être que Yves parlera du très beau programme chez nous qui s'appelle ACDC. On aime beaucoup ce programme, il est assez violent, mais il est correct. Voilà, il est rock, mais qui est autour de la sécurisation et la bonne approximation des données de manière à ce qu'elles soient faites automatiquement. Parce que souvent, le problème de qualité de données, donc ACDC, c'est pour ça, on en parlera. Donc ça permet d'automatiser, d'être plus efficace. Mais les données, c'est aussi l'utilisation des données dans le domaine des RH, par exemple. Et souvent, on voit qu'on n'y pense pas, mais il y a énormément de données qu'on a sur nos salariés, etc., qui peuvent être utilisées de façon utile. Donc voilà, c'est très vaste et c'est un enjeu stratégique majeur. Il va être au cœur, très profondément, de notre prochain plan stratégique. Il est intrinsèquement très transversal. On le voit entre toutes les entreprises. On a des données bancaires qui permettent d'avoir des recommandations en assurance. Et donc, ce qu'on fait d'un côté peut se traduire par des conséquences ailleurs. Et donc, c'est naturellement transversal et c'est naturellement très profondément structurant et transformant. Alors du coup, si nous passons du stratégique plutôt à l'opérationnel, donc vous l'avez dit, vous êtes un groupe décentralisé de 29 banques populaires et caisses d'épargne. En même temps, lorsqu'on travaille sur la data, vous l'avez dit, il y a un besoin de mutualiser les ressources, les infrastructures, les data lakes, les équipes. Et du coup, comment, d'un point de vue opérationnel au sein de BPCE, vous combinez ces deux dimensions, décentralisation et mutualisation? D'abord, bonjour à tout le monde. En effet, on doit concilier, à mon sens, trois choses. Faire des choses industrielles, standardisées, mais tout le temps en ayant le souci de l'appropriation par le terrain. Et le facteur clé de succès de tout ça,
et c'est ce qui nous fait, on part systématiquement de ça, ce sont les cas d'usage. Voilà. Il n'y a pas de technologie sans cas d'usage. La technologie, elle est au service des cas d'usage. Alors on avait eu un long débat avec le CDG, avec aussi l'ensemble des patrons de caisses d'épargne et des banques populaires, sur l'identification de ces cas d'usage. Et on a eu ce débat qui était, est-ce qu'on a plein de cas d'usage, ou alors est-ce qu'on se focalise? Et on a choisi un certain nombre de cas d'usage qui, on a voté du reste, hein. C'était pas quelque chose qu'on a décidé tout seul. Des critères, j'imagine. Ah ouais, on avait voté et on avait identifié, vous savez, c'était une alchimie entre ce qui remontait du terrain et puis ce qui, selon nous, pouvait générer le plus de valeur. C'est des paris, hein. Mais le pari qu'on fait, c'est pas de faire plein de petits trucs, d'aligner plein de petits cas d'usage qui ne passeront jamais à l'échelle, mais de faire des paris sur des gros trucs et puis se dire, bah, ces gros cas d'usage, comment, à la fin, parce que c'est ça qui va mesurer leur performance, ils génèrent du business, ou ils génèrent des économies, ou ils génèrent, je ne sais pas moi, une meilleure appropriation des risques. Voilà. Et du reste, je pense qu'on pourrait peut-être lancer une vidéo, parce que on a c'est Sonia qui est en charge de tous les cas d'usage qu'on appelle les moments de vie, va vous en parler, elle en parlera mieux que moi. Très bien, on regarde les vidéos. Bonjour, donc je suis Sonia Kaufmann, je suis directrice programme et stratégie data au sein du groupe BPCE. En termes de contexte, les banques, en tout cas le groupe BPCE, a amorcé une transition digitale il y a quelques années qui a permis d'offrir à nos clients des modalités de dialogue différentes au travers du web, de l'appli, en complément de celles qu'on a maintenues avec des conseillers qui interagissent avec leurs clients. Notre ambition autour de la data, c'était de continuer à transformer cette expérience client en apportant des éléments supplémentaires à nos conseillers qui leur permettent demain d'avoir une approche bien plus personnalisée au moment de la relation client. Typiquement, traditionnellement, les banques, elles ont une approche très produit, très centrée produit. Ça veut dire que quand elles rentrent en contact avec leurs clients, c'est potentiellement parce qu'elles ont détecté un besoin de produit ou la nécessité de vendre un produit à ce client-là, qui ne s'est pas retrouvé peut-être confronté à un appel de son banquier qui est un peu en décalage avec sa vie personnelle. L'idée au travers de notre programme Moment de vie, ça a été de dire quelle est la data que je vais pouvoir, en tout cas les scores de données que je vais pouvoir offrir ou apporter jusqu'à nos conseillers pour qu'ils puissent demain faire en sorte d'appeler nos clients lorsqu'un moment de vie, par exemple la naissance, a lieu et que nos clients aient de plus en plus, en tout cas fassent de plus en plus le lien entre un moment de vie et leur banquier, alors qu'initialement ils avaient plutôt tendance à y aller beaucoup plus tard. La façon dont on a travaillé, c'est qu'on a pris une ligne de temps, tout simplement, de chacun de nos clients. Il y a des moments de vie qu'on appelle heureux, la naissance. On a également rajouté dans cette ligne de temps des coups durs qui peuvent arriver à chacun de nos clients. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on en a priorisé un certain nombre en fonction des impacts qu'ils pouvaient avoir dans la relation bancaire et des meilleurs apports qu'on pouvait apporter chez nos clients. Donc sur 2020, on a sélectionné 5 moments de vie sur lesquels on a travaillé. Le premier, c'est la naissance. Ensuite, on a travaillé sur l'emménagement en couple, l'entrée dans la vie active, la préparation de la retraite et un projet qui est plus un projet qu'un moment de vie, alors qui va se retrouver peut-être lié à un moment de vie ou autre, mais ou être pris seul séparément, qui est le besoin auto. Au bout d'un an, ce qu'on a, c'est que sur ces 5 moments de vie, ça reste de la R&D, la data. On en a 4 sur lesquels aujourd'hui, on a des scores suffisamment performants pour aller demain dans le réseau, les tester avec les conseillers et que les conseillers les testent avec nos clients. Il y a un des enjeux majeurs derrière ces moments de vie, c'est qu'on parle de l'intime client. Et en tout cas, ça a été de faire en sorte qu'on ne perde pas cette relation de confiance que nos clients ont avec leur banque, en respectant la façon dont on utilise leurs data et en ayant une approche extrêmement éthique de la façon dont on utilise les données.
Aujourd'hui, on a parlé d'un moment de vie, de 4 moments de vie, de 5 moments de vie. On en a encore un certain nombre à développer. Et puis derrière, il va falloir qu'on les agrémente d'autres scores pour qu'on ait une approche encore plus personnalisée à offrir à nos conseillers pour leurs clients. Alors, la banque, c'est une industrie extrêmement riche en données. C'est comme ça qu'on a démarré cette conversation. Du coup, c'est une opportunité évidente, c'est ce qu'on voyait ici. C'est aussi une responsabilité. Et ce matin, il y a eu beaucoup de discussions autour de l'éthique de la data. Comment vous situez-vous dans le groupe, Laurent? Mais c'est très fondamental. Ce qui caractérise la relation d'un client avec une banque, c'est la confiance. Un client, il nous confie son argent. Il le met en dépôt chez nous. C'est qu'il a confiance en nous. Et donc la base même de la relation entre une banque et un client, c'est la confiance. Ce qu'il fait avec son argent, c'est la même chose avec les données. Il doit avoir confiance en nous. Et cette confiance, pour les données, elle repose sur deux choses. La sécurité, ce que disait Stéphane Richard tout à l'heure, mais il a tout à fait raison. La sécurité, notre première mission est de nous assurer que nous protégeons bien les données de nos clients et que personne, un hacker ou autre, peut avoir accès à ces données et les utiliser ou voilà, en faire un usage quelconque d'ailleurs, hein, mauvais ou bon, peu importe. Donc, la sécurité, d'où un travail massif qui est fait autour de la cybersécurité, permanent hein, pour nous, qui est capital. Donc le travail là-dessus. Et puis la deuxième chose, c'est la confiance dans l'utilisation de ces données, dans qu'est-ce qu'on va faire de ces données. Et là-dessus, nous, on a une approche peut-être spécifique, qui est celle et qui a donné lieu à débat, hein, qui est celle d'un groupe mutualiste, qui a dans son ADN d'appartenir à ses clients. Et donc, on se sent encore plus responsable. Et ça, c'est que on doit aller plus loin même que la réglementation. La réglementation nous impose un certain nombre de contraintes, de règles, qui sont généralement, d'ailleurs, ces règles, la mise sous forme de règles, de choses qui sont des choses qui devraient être naturelles. Oui, de bon sens. De bon sens, ou en tout cas d'éthique minimale. Bon. Nous, on pense qu'on doit probablement montrer qu'une entreprise comme une autre, elle doit aller plus loin. Et donc, et c'est un débat qu'on a eu, parce que beaucoup de gens disent que la réglementation, elle est quand même déjà là assez vaste, elle couvre beaucoup de choses. Ben, non, il faut aller probablement plus loin pour bien marquer notre caractère spécifique avec nos clients. Et donc, on a tout un travail très important autour du consentement, d'une forme de privacy center, et ce consentement, à la fois éclairé, réversible, et facilement réversible, c'est-à-dire avoir accès à un endroit qui permet au client de savoir ce à quoi il a autorisé, ce qu'il a autorisé la banque de faire, et de façon explicite, et pas implicite ou cachée, voilà, et pouvoir potentiellement revenir en arrière. C'est un moment où il change d'avis, etc. Et ces sujets-là sont pas faciles parce qu'on voit bien que on se dit, ah bah non, mais écoute, on le fait par principe, notre action est faite pour utiliser de façon éthique les données. Et donc, on s'interdit de les vendre à des tiers, on s'interdit de les utiliser pour d'autres choses que pour les besoins bancaires de nos clients, enfin, ce qui est j'allais dire, un bon sens éthique. Mais on veut que le consentement soit explicite et réversible. Et là-dessus, on aura à la fois une façon de le faire avec les clients, et puis un travail avec les conseillers pour que les conseillers puissent le faire de façon, là aussi, implicite. On a des données tellement intimes sur nos clients que je pense que c'est indispensable. Donc c'est un sujet vraiment au cœur des choses, très important. Et on préfère... on fait le pari de la confiance avec nos clients. Et il n'y a pas de relations bancaires qui ne sont pas fondées sur la confiance. Peut-être qu'un certain nombre de clients ne nous donneront pas l'accès à leurs données ou ne voudront pas qu'on les utilise. L'accès, on les a, mais ne voudront pas qu'on les utilise. Eh ben, on perdra peut-être des opportunités d'affaires. Je pense qu'on gagnera sur le long terme par la confiance.
Très bien. Autre sujet, Yves, BPCE a signé plusieurs partenariats avec des grandes écoles de renom, dont la chaire Télécom Paris Tech sur la data, la chaire également avec Natexis, une de vos filiales, l'école polytechnique et HEC, une chaire tripartite, principalement pour faire travailler des étudiants sur des problématiques quotidiennes, d'actualité, business, en lien avec la data. Et du coup, ma question, pourquoi vous faites venir des étudiants qui sont des data scientists, mais qui ne sont pas encore sortis des écoles, pour travailler sur des sujets, ce sont la plupart du temps des challenges de 2 jours à 2 semaines, voire 3 semaines maximum, alors même qu'en interne, vous disposez d'équipes très solides sur la data science? C'est pas parce qu'on est une banque qu'on n'est pas agile ni ouvert. Hein. C'est le premier point. Absolument. Donc, je pense qu'il y a plusieurs raisons à l'ouverture. La toute première, c'est éviter à tout prix l'obsolescence technologique. Quand on regarde le nombril, on a ce risque. Hein. La deuxième chose, c'est le recrutement. Et puis, je dirais la troisième chose, c'est aussi, en particulier avec l'environnement plus académique, avoir une approche assez décalée. C'est pour ça que ce qu'on fait, par exemple, dans la chaire avec Natixis et LIX et HEC, c'est on donne des étudiants des cas d'usage concrets. On regarde comment ils font. Ils vont les faire différemment de nous. Et ça nous nourrit. Est-ce qu'on va les déployer après? J'en sais rien. Mais ça va nous aider. La deuxième chose, c'est, je pense qu'on a impérativement besoin d'être ouvert pour nos data scientists. Nous, on a créé une filière de data science. On a une centaine de data scientists. 100 personnes. Oui, une centaine. Oui. Alors, mais ce sont des vrais data scientists. Hein, donc, on les forme. Et il y a un point très très important pour cette population-là et ces experts, c'est le partage. Donc ils partagent entre eux ce qu'ils font. Donc par exemple, on a un carrefour des usages dans lequel l'ensemble des cas, les cas d'usage développés, ils se les partagent, ils se donnent des... Voilà. Donc ça, on n'est pas dans une approche très pyramidale à la vieille époque, on est dans une approche assez flat. Et Luc Barneau, qui est le patron de la data, qui est le chief data officer du groupe, lui, il anime ça. Et une des choses très importantes aussi, c'est que cet data scientist soit ouvert sur l'académique. Et c'est pour ça que, par exemple, alors on a pas mal de choses au niveau partenariat académique. On a une chaire d'enseignement avec Télécom Paris, on a une chaire plutôt de recherche avec LIX et HEC, mais on a aussi des initiatives plus locales. On a une aussi avec l'école 42, enfin, c'est pas que des écoles les plus, on va dire, les plus classiques, hein. Il faut ouvrir, il faut regarder partout. Et on a aussi des partenariats locaux, parce qu'on est un groupe décentralisé. On a un partenariat, par exemple, avec de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes avec l'INSA de Lyon. On a une autre sur le plateau de Saclay que fait la Banque Populaire Val-de-France, qui est absolument remarquable, qui nous donne un accès direct au plateau de Saclay. Voilà. Et ça, les data scientists, ils s'en servent. C'est très important. Et puis un troisième point, je crois, fondamental sur les logiques d'ouverture, c'est, BPCE a été le premier groupe bancaire à faire beaucoup d'open. On fait de l'open data, on a déjà 140 jeux de data publics ouverts. On fait pas mal d'open source. Et puis, je dirais, il y a une autre chose qu'on fait. Laurent parlait de notre programme ACDC. On a un sujet majeur quand on est une banque, c'est qu'on contrôle des millions de documents clients tous les ans. Or, pour contrôler ces documents clients, on a besoin, souvent, prenant un exemple très adapté à la situation, prenons l'avis d'imposition. L'avis d'imposition, nous, on en contrôle plein. Par exemple, pour le livret d'épargne populaire, c'est clé, parce qu'on a besoin de savoir si le client il est imposable ou non imposable. Vous savez comment on fait? Eh bien, on a une chaîne d'intelligence artificielle avec des contrôles via des API qui sont fournis par Bercy, qui nous permettent d'échanger. C'est bien de l'ouverture. Et je pense que ce qui serait intéressant, alors même si le temps coule, c'est qu'on lance une troisième vidéo dans laquelle Bibi Ndiaye, qui est le patron de la data science, de tous les aspects plutôt risques et lutte contre la fraude, va vous parler de ce qu'il a fait aussi en termes d'ouverture sur ces algorithmes. Très bien, on va regarder cette vidéo. Bonjour à tous, Bibi Ndiaye, directeur Innovation et Data Intelligence groupe BPCE. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des travaux que l'on a réalisés sur la lutte contre la fraude aux moyens de paiement. D'une part, sur des problématiques de cartes bancaires sur la vente à distance, et d'autre part, sur des problématiques de fraude sur les chèques.
Donc le contexte est une hausse tendancielle des tentatives de fraude, en tout cas sur la partie carte, parce qu'on a de plus en plus de transactions, et sur la partie chèque, paradoxalement, on a de moins en moins de transactions chèques, mais de plus en plus de fraude, avec une hausse très marquée sur ces 2 dernières années. Le problème à résoudre est qu'on a énormément de transactions, et comparativement à ces centaines de millions de transactions, voire ces milliards de transactions, on a relativement beaucoup moins de fraude. Donc c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et c'est là que réside le problème à résoudre en utilisant de la data et des algorithmes d'intelligence artificielle. L'idée est d'utiliser justement des données et des algorithmes pour pouvoir identifier cet événement rare qu'est la fraude, et de pouvoir également réduire la gêne client, parce que effectivement, on peut bloquer toutes les fraudes si on bloquait l'ensemble des transactions, ce qui n'est évidemment pas le but de la banque. Donc l'idée est d'aller trouver vraiment le plus précisément possible quels sont les scénarios de fraude en gênant le moins possible de clients. Et la réalisation et les résultats ont été d'avoir pour la banque une hausse de plus 60% des résultats. Et on en a également profité pour publier un algorithme open source dans une des librairies les plus utilisées au monde, qui permet justement de résoudre ce problème-là de détection d'événements rares, tout en ayant une explicabilité, donc savoir pourquoi est-ce qu'on prend telle ou telle décision de ces algorithmes. Donc qu'aujourd'hui on appelle les AI Ethics. Donc sur ces résultats-là, on va capitaliser dessus pour résoudre d'autres problématiques que l'on a notamment sur des sujets de sécurité financière, comme la lutte anti-blanchiment ou le financement du terrorisme, mais également tout ce qui tourne autour des attaques sur la cybersécurité. Alors vous l'avez souligné tous les deux, le groupe est extraordinairement décentralisé, puis en même temps il y a 100 data scientists de l'autre côté, donc comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre en quelque sorte, comment on arrive à passer à l'échelle, comme on dit souvent, est-ce qu'on peut démocratiser la data, Yves? Réponse très courte. J'espère, c'est ce qu'on essaye de faire. En fait, c'est vrai que il y a deux choses à faire marcher ensemble. C'est une alchimie. Moi, je pense qu'il y a une usine d'un côté, je vais vous expliquer comment elle marche, et puis il y a surtout le point qui, moi, je prends un des plus importants, c'est la démocratisation de la data. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? On a aujourd'hui des millions de clients et on a plus de 100 000 collaborateurs dans le groupe. Et notre objectif, c'est que la data ne soit pas réservée à un petit nombre de collaborateurs, ça soit vraiment ouvert à tout le monde. Et pour ça, il n'y a pas de miracle, il faut des programmes. Donc ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on a lancé un énorme programme de formation, pas pour les experts, pour les utilisateurs. Donc là, pour l'instant, on n'en a fait que 300 l'année dernière, on passe à 500 cette année, on va monter en puissance. Et puis surtout, comme on est un groupe décentralisé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un dispositif avec des patrons de la data dans chaque établissement, il y en a 42, et qui ont une méthode très très rigoureuse pour organiser la démocratisation de la data. Il y a un baromètre pour savoir où on en est, ça s'appelle Barodata. Ensuite, ils définissent un plan d'action. Chaque établissement, chaque caisse d'épargne, banque populaire a le sien, parce qu'il y a des différences locales. Et puis ensuite, il y a une exécution qu'on suit avec eux, et on fait aussi beaucoup de partage. Ça, c'est la partie de démocratisation. À la fin, ce qu'on veut, c'est que personne ne soit exclu de la data. Ça doit être pour tout le monde et pour tous. L'usine. Alors l'usine, encore une fois, elle est mutualisée. Elle n'est pas centralisée, elle est mutualisée. Et donc mutualisée, c'est quoi? On a d'une part la mutualisation technologique, on a une usine technologique qui s'appelle la 89C3 Factory. Laurent a parlé des différentes réalisations déjà faites. On a pas mal d'assets, et ça c'est bien. On a un autre travail qui est moins marrant, mais qui est absolument clé, qui est la mise en qualité des data. La mise en qualité des data, c'est un travail de l'ombre, mais c'est un travail clé. C'est qu'on doit être capable de tracer nos data, savoir comment elles sont évoluées, qu'on les mette tout le temps à jour. Ça fait partie de l'usine, ça. Et ça, c'est une usine répartie parce que souvent, c'est soit les clients qui rentrent les data, soit c'est le conseiller qui les rentre. Donc ça se fait sur le local. Et puis on a nos experts de data science, etc. Et puis je finis sur le point, pour moi, qui est absolument clé. C'est nos 42 patrons de la data dans les établissements et dans l'ensemble des business units. Ça, on les anime. Une formation certifiante, du partage,
d'expérience, du partage des meilleures pratiques. Et puis voilà, c'est ça, cette alchimie qu'on essaye de mettre en œuvre dans le groupe. Parfait. Merci beaucoup, Laurent Mignon et Yves Tirode, pour tous ces éléments très intéressants. Merci beaucoup. Merci. Merci.